Cerno, une anti-enquête. Épisode 87. On m'a dit qu'il y avait une voisine qui avait senti une odeur, c'était Mme Gilbert, et qu'elle avait appelé la police et qu'on avait retrouvé cette dame qui était morte depuis apparemment plusieurs jours chez elle, assassinée, mais sans plus. Vous savez par qui ? Ah non, pas du tout, non. On m'a simplement dit que c'était pas le fameux Guy Georges, parce qu'il était en prison à ce moment-là, c'est tout. C'était Thierry Paulin. Ou Thierry Paulin, ou je confonds, Thierry Paulin, qui avait tué pas mal de vieilles dames. Que c'était pas lui parce qu'il était en prison, c'est tout ce qu'on m'a dit. Ah bon, c'est pas lui ? Le diable, c'est pas celui-là qu'on te monte à la télé avec une grande queue ? Non. Ich heiße Thorsten Wolleck. Il tuait comme d'autres vont au bureau. Est-ce que c'est un aliéné ? Entre le docteur Petiot et Landru. Oh oui. Sylvie Vartan est prise d'angoisse. Plus personne ne se souvenait d'elle. Une dame qui a été tuée ici. C'est vrai qu'elle était très peu ridée. Vous êtes tombé amoureux d'elle. Pas une visite, pas un coup de fil. On peut la martyriser. Cerno. Une série sanglante où le scénario est à chaque fois le même. 3, 2, 1. Mais je pense que là, je vous ai dit tout ce dont je me souviens. 86, c'est long, puis on est pris dans le tourbillon de la vie, Vous l'avez oublié, cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Non, je l'ai toujours, j'y pense toujours, oui, j'y pense toujours, oui. Toujours ? Oui, pas vous dire au quotidien, bien sûr, mais vous voyez, là, vous m'en parlez, c'est un petit peu comme si c'était hier, quoi. Que je vois tout ce monde sur le trottoir, les journalistes, etc. D'accord. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, de rien, désolée de vous recevoir comme ça. Au revoir. Merci Frédéric. Au revoir. Voilà. Mais c'est vrai que cette histoire d'odeur là, c'est ça qui réveille quelque chose en moi là. Ah bon ? Oui. Donc vous avez occulté, probablement. Peut-être occulté, ou mes troubles de la mémoire, qui a sélectionné de ne pas garder ça. Pourquoi, à votre avis ? Vous auriez choisi de ne pas garder ça ? C'est parce que c'est une histoire qui est pas belle. Oui, c'est ça, et que c'est mieux de garder des souvenirs positifs, mais après, ça me fait penser à ce crime qui a eu lieu dans le 11e arrondissement, aussi d'une femme juive. Oui, récemment. Ouais. Oui, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est vieille, c'est pas parce qu'on est juive, ou je sais pas quoi, qu'on doit tuer, quoi. C'est honteux. Mon prénom, c'est Julien, et vous ? Laurence. Laurence. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça ? Merci beaucoup, Mireille. C'était avec grand plaisir. Il est possible que ce soit pas Thierry Paulin. Oui. Donc c'est pour ça que c'est un crime qui n'a pas été répertorié, parce qu'il était peut-être en prison. Mais pourtant, tu avais cette adresse sur une liste à lui. Il faut que je fasse des recherches. Non, normalement, il était... Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? On va prendre un déjeuner avec Irène et sa sœur. Bon. Au plaisir alors. Bon dimanche. Ouais, merci. Toi aussi, bon dimanche, Mireille. Ciao. Moi, je rentre. J'ai plein de recherches à faire. « 3, 2, 1. Alors avant de rentrer chez moi, je fais un petit détour par la rue Pajol parce que 2 auditeurs m'ont annoncé une triste nouvelle. C'est que Odette, la dame de la rue Pajol, qui tenait une papeterie et que vous avez entendu dans l'épisode 17, intitulé « Enquête chez Odette », cette dame est morte. Et donc je me dirige vers sa boutique pour aller voir. Alors normalement au départ c'était mercerie, papeterie, bambeloterie et journaux. Alors maintenant c'est devenu un magasin social, presque. Social ? Social parce que j'aide beaucoup les gens du quartier. Les choses qui sont en vitrine, les objets, c'est pour aider les gens âgés. Et tous ces livres-là c'est pareil, les habits... Et voilà, je suis devant. Et effectivement, le rideau est tiré. Il y a des bouquets de fleurs, déjà fanées, qui ont été scotchés sur le rideau de fer. Et des gens ont laissé des mots.
Alors je vous lis ce qui est écrit. Chers voisins et amis, un petit mot pour vous dire que vos mots doux, tendres et émouvants, vos dessins, accompagneront Odette dans son dernier voyage terrestre lors de la mise en bière. La cérémonie aura lieu le samedi 19 février 2022 au crématorium du Père-Lachaise à 10h30. Là, il y a un poème. La Vestale Odette, la marchande de journaux, de vieilles cartes postales et boutons d'habits noirs. Bonjour. C'était la radio ? Oui, je fais du podcast en fait, je suis un podcasteur. Vous connaissiez Odette ? Oui, on la connaissait bien, oui. Et on l'a vue jusqu'au dernier jour dans sa boutique, et puis après, elle s'est arrêtée parce qu'elle était malade, donc elle ne pouvait plus. Ah d'accord, je me demandais ce qui s'était passé. Vous voyez les réactions des gens, il y a eu beaucoup de gens en fait à son enterrement. Il y avait à peu près une centaine de personnes et tous les voisins étaient vraiment très touchés. Vous la connaissiez bien alors ? Dans ces 2 dernières années de vie, en fait, on a poussé la boutique pendant le confinement parce que c'était la seule qui était ouverte pour vendre les journaux. D'accord. Et donc, on a découvert Odette et puis tout son monde, tous ses amis, tous les gens qu'elle aidait, parce que c'était vraiment à la fois... c'était un peu l'âme du quartier, en fait. C'est ce que mon compagnon a écrit sur le petit poème, là. Ah, c'est votre compagnon qui a écrit ce poème ? Oui. Ah, d'accord, bonjour monsieur. Vous êtes tous les deux à vélo ? Oui. Vous passez devant ? On vient de la piscine, là. Vous me disiez tout à l'heure, le monde d'Odette. C'était quoi pour vous le monde d'Odette ? C'était déjà les gens du quartier, tous les gens qui venaient la voir pour acheter les journaux ou autre chose, mais surtout qui venaient la voir, en fait. Qui pour elle, quoi. Tous les jours, oui, qui passaient tous les jours, qui venaient discuter, qu'elle aidait, qui s'asseyait, qui... Voilà, pour eux, c'était un rituel de venir passer dans la boutique. Plus que la marchande de journaux, c'était vraiment quelqu'un qui animait le quartier et qui était un peu là en cas de besoin, quoi. Comment vous pourriez la décrire ? C'était quelqu'un de très... avec un fort caractère. Elle nous racontait qu'elle était partie du Portugal parce que c'était la dictature et qu'elle supportait pas trop cette ambiance. Et elle est partie avec son sac à main, à pied en fait, avec rien. Puis elle a reconstruit sa vie ici. Elle avait quand même 76 ans, elle était toujours dans la boutique, donc une volonté de faire. Elle s'occupait pas trop d'elle en fait. Donc la maladie, elle s'en est pas occupée. Et elle était toujours accueillante pour les gens qui venaient la voir. Même si elle avait ses préférences, elle savait, elle marquait les limites aussi. Mais en tout cas, elle était très ouverte, très, très humaine. Voilà, avec des convictions, et une femme libre. Libre et ouverte, oui, c'est ça. Et puis elle a amené sa barque comme ça. Je sais pas quoi vous dire d'autre. 76 ans, c'est pas vieux pour mourir. Non, mais bon, elle travaillait encore tous les jours, ouvrir la boutique, récupérer les journaux, trimballer tout, parce qu'elle avait beaucoup de journaux qui arrivaient des magazines. Donc la boutique, c'était un espèce de grand bric-à-brac avec tous ces magazines qui arrivaient par flot. Et c'est quand même un certain âge pour continuer à faire ce travail qui est dur. Tous les matins, je sais pas à quelle heure elle arrivait, mais très tôt. Donc, mais je crois que c'était sa vie en fait. Je sais pas si elle aurait pu s'arrêter avant, mais en tout cas c'était sa vie d'être ici. C'était sa vie, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Monsieur, c'est vous qui avez écrit le poème ? J'ai écrit ce poème, oui. J'ai écrit ce poème parce qu'avec Florence, là, on avait découvert Odette et parlé avec elle. Et pour moi, elle incarnait la poésie. Moi, à la poésie ? Moi, je dirais ça. Enfin, pour moi, puis qui suis poète, qui aime la poésie, qui est un peu mon mode d'expression. Si je puis dire, depuis toujours, on avait découvert une personne qui, pour moi, incarne la poésie dans la bonté, la douceur, l'éclectisme, son côté accueillant, hospitalier, généreux, ouvert, enfin plein de qualités, cosmopolite, humoristique, douce, je ne sais pas comment vous dire, et voilà, ça m'avait inspiré un petit poème. Vous pourriez me le lire, Je peux vous le lire, oui, parce que La Vestale Odette, c'est le titre, La Vestale Odette, la marchande de journaux, de vieilles cartes postales et boutons d'habits nacrés, car elle est aussi mercière de son métier et vestale au bout de la rue Pajol. Entretient le feu sacré de la vie de son quartier,
qui lui dit « Merci, Odette ». Voilà, c'est des mots simples, hein, vous voyez, j'ai trouvé le mot Vestale qui rime avec postale. Et une Vestale, c'est un peu une déesse qui entretient un feu sacré, c'est païen. Pour moi, ça incarne ça. C'est une représentant un peu la déesse du quartier. Dans son temple. Dans son temple, que regardez comme il est magnifique, son temple. Qui entretient le feu, l'âme du quartier, le feu de l'amitié. Qu'est-ce qu'il va devenir ce quartier sans elle ? C'est sûr qu'elle va beaucoup manquer parce que c'est une personnalité comme ça. Elle est restée 40 ans, je crois. Enfin, c'est incroyable. Elle incarnait le quartier. Tout le monde la connaissait, la prénommait, la respectait. Elle nous émouvait terriblement. On a suivi le début de sa maladie et puis la suite. On lui envoyait des cartes postales de vacances de Bretagne. On a gardé franchement une amitié jusqu'au bout. Elle nous a vraiment marqué. Enfin, moi, je sais que... Et c'est pour ça que je vous disais la poésie, parce que, voilà, la poésie, c'est parfois considéré comme un art dépassé, hermétique, trop difficile d'accès, mais elle était pour moi l'image même de la poésie, des poètes comme Prévert, Apollinaire, enfin, et d'autres auraient... même Rimbaud, je suis sûr, Breton aurait adoré ce type de personnage. Moi, je m'appelle Julien, et vous, vos prénoms, c'est... Florence. Moi, Maurice. En fait, j'ai l'impression que Odette, c'est quelqu'un qui a fait un bon usage de sa présence au monde. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, complètement. Là, je suis d'accord. Ça, c'est pas tout le monde, quand même. Ah non. Dans un monde d'égoïsme et de narcissisme. C'est comme ça que vous voyez le monde ? C'est pas moi qui le vois, c'est tout le monde le voit. Hein. L'individualisme forcené, la recherche du profit à tout prix, toutes ces valeurs-là. Bon, c'est un peu le monde comme il est. C'est pas un monde de poésie. Hein. La poésie, elle est reléguée au fond, même plus dans les magasins. Non, c'est vrai, vous savez, on n'est plus capable de citer un poète contemporain aujourd'hui. Hein. Et vous êtes poète ? Moi, je suis poète. De cœur, et d'écriture. J'ai un site internet, Maurice Coton, voilà. Ok, j'irai voir. Voilà. Ouais, vous êtes gentil parce que j'ai été salarié, hein, comme tout le monde, et je faisais des poèmes, donc je me suis pas du tout. Au début, j'essayais un petit peu de publier, mais voilà, c'est très difficile, donc je continuais à écrire des poèmes. J'avais ma vie de famille et tout ça. Donc, et maintenant que je suis à la retraite, je les ai mis sur internet, je les mets au fur et à mesure, chronologiquement, des plus récents, plus anciens. Vous étiez salarié, vous faisiez quoi comme travail ? J'étais à la SNCF, donc j'ai fait, pas seulement, mais principalement ma grande carrière à la SNCF, comme cadre, on va dire, dans une entreprise publique. J'ai essayé de servir de mon mieux, même si c'était pas toujours facile. Alors ça vous servait à quoi la poésie ? Pardon ? Ça vous servait à quoi la poésie ? Ah la poésie, ça m'a toujours servi à vivre. Hein. Ça, c'était mon écriture. Moi, c'est l'écriture, vous voyez, donc l'écriture poétique. Ça m'a toujours occupé l'esprit. J'ai toujours fait des poèmes. Toujours écrit depuis mon adolescence. Tout le monde s'arrête pour lire votre poème. C'est ça qui fait plaisir. On l'a remis hier, parce qu'il était parti, la petite fille, elle l'avait mis dans le cercueil d'Odette. Ah oui. Elle m'a dit, ouais, le poème, on va le mettre, comme ça elle partira avec. Moi qui ai toujours été plutôt un poète comme incompris, vous voyez, dans mes parents, tout ça, je faisais un peu de la poésie surréaliste, je ne veux pas dire expérimentale, mais de la poésie. Et voilà, c'était toujours trop, on ne comprend pas, c'est n'importe quoi, des trucs de fou. Et bon, après, je me suis un peu assagi. Hein, plus tard, j'ai fait des choses plus compréhensibles. Donc là, c'est la première fois qu'un petit poème comme ça peut faire son petit bout de chemin. Ça me fait sourire. En fait, j'avais rencontré Odette juste avant le confinement, parce que je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans le quartier. C'est ça, alors. C'est doit être ça dont elle nous a parlé, alors. Elle vous en a parlé ? Mais oui, bien sûr. Il y a une dame qui a été tuée là au 77, juste ici, au 2e étage. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle était venue la voir. Elle avait été questionnée par des agents de police, de renseignement, qui avaient été un peu brutaux avec elle. Enfin, on va dire verbalement. Tu te souviens un peu de ça ? Non, moi, je me souviens de ça. Et elle était restée très silencieuse. Enfin, elle n'avait pas voulu participer. À l'enquête ? À l'enquête. On sentait que c'était un sujet embêtant pour elle. Mais elle nous avait remontré sa personnalité de quelqu'un aussi qui pouvait être têtu, mais dans le bon sens du terme. Elle ne parlerait pas. Et,
On ne peut pas dire que la police faisait partie de ses amis. Et c'est une histoire qui l'embêtait, vous dites? Je pense, mais je ne sais pas vous dire. Voilà, je ne sais pas. Non, j'ai pas assez d'éléments. Les victimes, des dames âgées, qu'ils suivent jusque chez elles, ligotent, torturent et tuent. Si elle nous entendait, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Odette? Qu'on pense à elle, qu'elle est toujours là en fait. Elle est là comme une petite flamme en nous, qu'on n'oubliera pas. Qu'elle va beaucoup nous manquer, mais bon, je suppose que d'autres Odettes existent ailleurs ou vont renaître quelque part pour tenir ce rôle-là. Ça existe partout dans le monde, des gens de cette qualité dont on ne parle pas assez. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Le hasard fait bien les choses. On passe tout le temps devant la boutique en fait pour voir qui regarde, qui lit, qui fait quoi. Donc c'est pas fini l'histoire avec Odette. Non, c'est pas fini. Rouée de coups, violentée, l'une d'elles est même forcée d'avaler de la soude caustique pour avouer où se trouvent ses économies. L'une d'elles est même forcée d'avaler de la soude caustique. Donc je vous rappelle que j'étais allé voir Odette parce que sa boutique était juste à côté du 77 rue Pajol où avait été tuée Marie Chouat en 1984. La boutique d'Odette étant au 79. Et en fait, il y a un petit problème avec Odette. Et je suis désolé de vous l'apprendre. Le petit problème, c'est que il y a un truc que j'avais coupé au montage parce que je comprenais pas. Quelque chose qu'elle m'a dit que je trouvais incohérent et j'étais un peu embarrassé, je comprenais pas pourquoi elle m'avait dit ça. Je pensais qu'elle se trompait et donc voilà, je l'avais coupé de mon montage. Et ce problème, c'est un problème de date, c'est-à-dire que Odette m'a affirmé qu'elle était arrivée ici en 1985 et qu'elle était sûre de ça. Or, le meurtre a eu lieu en 1984. Et donc, c'est pas possible qu'elle ait connu la victime, qu'elle ait été interrogée par la police, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux que je vous fasse écouter le petit passage que j'ai enlevé. Alors, vous savez, moi je travaille sur l'affaire Thierry Paulin. Oui. Et vous savez qu'ici, il y a une dame dans cet immeuble qui a été assassinée en 1984. Il y en a eu deux dans le coin. Numéro 15 à rue Marc-Séguin. Et le lendemain ici. Et au 77, juste à côté de la boutique. Est-ce que vous étiez là déjà, vous, à l'époque? Bien sûr. D'accord. Puisque j'ai ouvert en 85, donc... mais l'assassinat, c'était en 84. Non. Non? Non, parce que... quand on a vu la photo sur le journal, on l'a reconnu tout de suite. Il y a eu des assassinats avant, mais pas dans le quartier. Et donc vous avez reconnu, qu'est-ce que vous avez reconnu? On l'a vu tout de suite, il habitait à l'hôtel, vous êtes bien au courant. Et donc quand on a vu les photos, il dit c'est pas possible, c'est ce qu'on s'est dit tout de suite. Un gars qui était gentil envers les gens de quartier, et puis voilà. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette dame qui habitait ici. En fait, les deux dames. Oui. Alice Partouche Benaïm et ensuite Marie Chouat, qui habitait dans l'immeuble à côté. Oui. C'est sans doute des femmes que vous avez dû croiser. C'est des gens âgés qu'on voyait tous les jours presque. Et puis, il y avait Mademoiselle Téchier qui allait le faire les piqûres tous les jours. Donc, c'est elle qui l'a trouvée morte. Mademoiselle Téchier? Téchier, c'était une infirmière du coin. Elle est décédée aussi, mais voilà, un jour elle s'amène, elle avait l'habitude de sonner, elle répondait, elle n'a pas répondu, et elle s'est dit, bon, il y a quelque chose. Là, elle est descendue me voir, Madame Sanchez, voulez-vous m'accompagner? J'ai dit non, pour ces choses-là, j'aurais pas le courage, je ne vous accompagne pas. Elle est descendue vous voir pour vous prévenir? Oui, pour me prévenir qu'il y avait quelque chose, donc pas normal. Alors la suite, après, je ne peux pas vous dire parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails. Il y a la police qui est arrivée, vous avez vu tout ça? Bien sûr, on a vécu tout ça, pompiers, tout, bien sûr. Comment vous l'avez vécu, vous? Très mal, parce que bon, c'est comme si une personne qui nous appartenait partait aussi. Hein. Les gens du quartier, on les aime beaucoup, donc...
Alors j'en reviens à cette Marie Choix qui habitait ici. C'est quelqu'un que vous avez connu? On l'a connue, on la voyait passer, bonjour, on changeait quelques mots. Mais bon, après, on ne s'attendait pas à voir des choses comme ça. J'imagine qu'elle venait dans votre boutique? Oui. Quelquefois, elle s'asseyait, on parlait un petit peu. Elle se reposait, après elle va faire ses petites courses. Mais voilà. C'était quel genre de femme? Écoutez, moi je l'ai connue toujours gentille. Du reste, elle n'avait pas besoin de moi. Bon, on parlait gentiment, oui, c'est tout. Elle avait des enfants, vous saviez un peu? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qu'elle faisait dans la vie? Non, non. C'est ça que j'aimerais bien savoir parce que... Si les gens se confient, là, je continue à parler. Mais si les gens ne se confient pas, je ne demande pas, je ne questionne pas. Voilà. Et du coup, j'ai vérifié dans le dossier que j'ai récupéré chez le commissaire laitier. Et j'ai remarqué qu'il y avait une enquête de voisinage donc très précise qui avait été menée à l'époque. Et effectivement, Odette n'apparaît pas. Et j'ai la confirmation que la papeterie ne lui appartenait pas à l'époque. Alors je vous lis le petit compte-rendu sur le 79 rue de Pajol, donc extrait du dossier du commissaire laitier. Il s'agit d'une librairie dont la propriétaire est Madame Briola Lucie, 73 ans. Cette personne est propriétaire depuis 28 ans. Elle connaissait bien Madame Choix, mais nous précisait que cette dernière n'était plus cliente depuis plusieurs mois. Madame Briola a vu Madame Choix pour la dernière fois lundi 5 novembre, alors qu'elle venait de la place Hébert. Voilà. Donc Odette n'habitait pas là à l'époque. Et je me demande vraiment pourquoi elle m'a raconté ça. Donc voilà, c'est un petit mystère dans le grand mystère de cette affaire. C'est ouvert dans l'appartement de Marie Choix. Je pense que les gens qui habitent là sont loin de se douter de ce qui s'est passé dans leur appartement. Et tant mieux pour eux. Maintenant, je rentre chez moi. Les malfaiteurs repèrent les personnes âgées, les suivent dans leur appartement et les agressent sauvagement. Le but, voler leurs économies. Ce soir, dans le 18e, on a peur. 3, 2, 1. Alors je suis rentré chez moi et la première chose que j'ai faite, c'est de vérifier si Paulin était incarcéré en juin 1986, comme me l'a dit cette dame rue de la Fontaine-au-Roi. Et en fait, non. Il était en liberté à ce moment-là, ce qui fait qu'il a tout à fait pu être l'auteur de ce meurtre. Et alors je voulais vous lire un document que m'ont envoyé plusieurs auditeurs, qu'ils ont trouvé sur Internet. C'est l'extrait d'un livre, je pense. Et voici ce qui est écrit. Rue de la Fontaine-au-Roi, une nouvelle vieille dame est assassinée le 26 juin 1986. Hélène Frexès, 77 ans, est morte, étouffée, ligotée. Mais le tueur des vieilles dames, Thierry Paulin, ne sera pas inquiété. Alors pourquoi Paulin n'a pas été inquiété? Donc je vais essayer de trouver dans le dossier du commissaire laitier d'autres informations sur Hélène Rose. Mais autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Donc là il y a un tableau synoptique donc, qui a été créé par le commissaire laitier qui répertorie toutes les victimes. En fait, qui répertorie tous les meurtres de personnes âgées à Paris d'octobre 84 à décembre 87. Alors effectivement, il y a bien le nom d'Hélène Rose, veuve Frexès, date des faits 21 juin 1986, découverte du corps 25 juin 86. Il y a écrit étouffement en majuscule, traces de strangulation, plus côte fracturée, allongée sur le sol de chambre, pieds et mains liés, avec ceinture en tissu, tenue de ville, rideau partiellement tiré, pas d'effraction, porte non verrouillée. Ce qui a été dérobé, ce sont des espèces du porte-monnaie, auteur ignoré, et on n'a pas trouvé d'empreinte. Donc on n'est pas sûr que ce soit Thierry Paulin. Alors je sais que Paulin a avoué une vingtaine de meurtres,
mais qu'on pense qu'il en a commis beaucoup plus, comme je l'ai déjà souvent répété, je pense, dans ce podcast. Et on ne sait pas pourquoi il n'a pas voulu avouer certains meurtres. Parfois, on est sûr que c'est lui qui les a commis, parce qu'on a retrouvé ses empreintes, par exemple, mais il nie. Et ça, c'est vraiment un gros mystère. Alors là, je vois que Thierry Paulin a été interrogé sur Hélène Rose. Et voici ce qu'il dit. « Le nom et la photographie de la victime me sont totalement inconnus. Je connais le quartier où habite cette femme, car j'ai habité dans le 11e arrondissement, mais je n'ai agressé personne à cette adresse. Je dois vous expliquer qu'en ce qui me concerne, de la fin janvier 1986 jusqu'à mon interpellation au mois d'août 1986, je n'ai plus commis d'agression contre les personnes âgées. En effet, dès le mois de février, j'ai travaillé à l'agence Frelati, agence de prestation de services, jusqu'à mon hospitalisation fin juin. Je travaillais essentiellement dans cette agence. Je travaillais du matin au soir, sans interruption. L'agence n'existe plus, et ce depuis juin 1986. Elle était installée au 57 rue du Temple. Je suis absolument formel. Je n'ai pas perpétré cette agression, ni aucune autre depuis la fin janvier 1986. Si tel était le cas, je n'ai aucune raison de vous le cacher. Durant cette période, je ne fréquentais Mathurin que très épisodiquement. Je suis donc incapable de vous dire ce qu'il faisait à cette époque. Une prélecture faite par lui-même, le nommé Paulin Thierry persiste et signe, mais j'arrive pas à lire, c'est flou. Ok. Donc ensuite, il comparait à nouveau. On l'interroge encore et voici ce qu'il dit. Depuis ma dernière audition, concernant cette affaire, je me suis souvenu que j'avais agressé une vieille dame au mois de juin 1986 dans le 14e arrondissement. Je suis donc moins affirmatif concernant cette affaire, toutefois je peux vous assurer que le nom de Rose veuve Frexès Hélène et l'adresse de cette dernière me sont totalement inconnus. Je dois vous préciser toutefois qu'à la fin du mois de juin 1986, j'étais très malade et j'ai vécu pendant plusieurs jours avant de me faire hospitaliser en état de demi-conscience. Je ne peux rien vous dire d'autre concernant cette affaire. C'est très étrange. Il y a une contributrice au Patreon de Cerno, qui se prénomme Pénélope, qui m'a fait remarquer que le nom de la victime est donc Hélène Rose Frexès et que la mère de Thierry Paulin s'appelle Rose Hélène. C'est assez troublant quand on y pense. Alors est-ce que j'ai d'autres choses sur Hélène Rose ? Il y a plein d'enquêtes sur d'autres victimes, donc des meurtres qu'il n'a pas reconnus, dont on ne sait pas s'il est l'auteur ou non, mais ça devrait faire l'objet d'une saison entière de Cerno. Les victimes non répertoriées, les oubliés des oubliés. Donc ensuite, il y a une audition de Mathurin concernant Hélène Rose, qui dit qu'il est totalement étranger à cette affaire. La photographie de la victime n'évoque pour lui aucun souvenir. Il dit aussi qu'il a cessé de commettre des agressions à l'encontre de personnes âgées fin 1984 et que depuis, il n'en a plus jamais commis. Il dit qu'il était fâché avec Paulin, qu'il ne connaît pas la rue de la Fontaine-au-Roi et qu'à cette époque, il se prostituait porte Dauphine. Alors je regarde s'il reste des documents qui pourraient évoquer Hélène Rose dans mon dossier. Alors là, j'ai un rapport envoyé par le commissaire laitier au chef de la brigade criminelle en février 1988. Donc dans ce rapport, il répertorie tous les meurtres de Paulin et à un moment, il rappelle que son service a été saisi d'autres agressions de personnes âgées commises selon un mode opératoire similaire à celui utilisé par les inculpés, donc Paulin et Mathurin, sans toutefois que ces faits puissent leur être imputés. Donc il y en a certains en 1984 et d'autres en 1986, et la dernière de la liste c'est Hélène Rose, veuve Frexès donc, et il conclut en disant « Ces diverses agressions se sont produites du 19 au 21 juin 1986 avec le retour de la présence de liens au poignet et cheville des victimes qui avaient disparu lors de la série d'agressions de janvier 1986 et dont Paulin avait reconnu être l'unique auteur. Par ailleurs, toujours en juin 1986, 3 autres meurtres étaient commis les 19 et 21, pour lesquels Paulin niait sa participation car il travaillait selon lui, à cette époque, à l'agence Frelati, ce qui s'est avéré faux.
Il poursuit « Nous observons que ces 3 victimes étaient découvertes poignets et chevilles liées, tout comme dans la série du dernier trimestre 1984, ce qui laisse penser que les auteurs pouvaient être 2. Paulin nie toute participation à ces meurtres. Peut-être veut-il ainsi préserver l'identité d'un complice. Il semble qu'il n'y soit pas étranger, mais aucun élément matériel n'est venu confirmer nos présomptions. » Voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a dans le dossier, dans ce que j'ai en tout cas. Et alors, aussi incroyable que ça puisse paraître, je viens d'être notifié à l'instant d'un commentaire relatif à l'épisode 86 sur YouTube, parce que Cerno est aussi diffusé sur YouTube, et je vous le lis. « Bonjour, la victime était ma grand-mère, et effectivement le crime n'a jamais été relié à Thierry Paulin ou à son complice dans certains crimes, Thierry Mathurin, faute de preuves suffisantes, et comme il est mort peu de temps après son arrestation, impossible de prouver quoi que ce soit. À l'époque, il n'y avait pas de prélèvement ADN. Ma grand-mère, qui avait 77 ans au moment de son décès, n'était pas isolée, elle était encore très alerte, et elle passait le week-end à la maison tous les 15 jours. Je passais la voir régulièrement, et partais même quelques jours de temps en temps avec elle en voyage, dans la famille, la sienne, ou ailleurs. Cet événement a complètement détruit ma famille. À l'époque, il n'y avait pas de soutien psychologique, ça n'existait pas. Tout ce que je peux dire, c'est que nous n'avons jamais en majuscule, été mis au courant de la part de la police, sauf les premiers jours de l'enquête, des progrès ou du déroulement de l'enquête, si elle avait été abandonnée, s'ils avaient des suspects, bref, absolument rien de leur part. Comment faire son deuil dans ces conditions ? Impossible. Nous avons tous fait une dépression dans notre coin, à commencer par son fils, mon père, qui s'est remis à boire. Ma mère est morte d'un cancer 6 ans plus tard, en 1992. Mon père est décédé 5 ans jour pour jour après elle, en 1997. Je vis actuellement avec mon frère. Ce commentaire me donne des frissons. Je réponds tout de suite à cette dame, donc la petite fille d'Hélène Rose, parce que j'aimerais vraiment recueillir son témoignage. Et j'espère de tout cœur qu'elle me répondra et que je pourrai la rencontrer. À suivre. Aujourd'hui, nous avons des leçons à apprendre de cette atroce affaire. Merci à tous les contributeurs au Patreon de Cerno qui financent ce podcast. Je leur donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode exclusif, une véritable enquête dans l'enquête, consacrée en ce moment au mystère de la rue de la Roquette, sur patreon.com/Cerno. Presque une trentaine de compléments d'anti-enquête sont maintenant disponibles. Quant à tous les autres, je vous retrouve dans 15 jours pour l'épisode 88. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.